tous la bienvenue. Je suis Madame Couchet, la proviseure adjointe du lycée Alexandre Hugo. Je suis très heureuse d'accueillir donc la Barcarolle, la bibliothèque et tous ces illustres personnages de lettres pour cette conférence sur Eurasme et l'humanisme à Saint-Omer. Je vous souhaite une bonne après-midi. Eh bien, un grand merci, Madame le proviseur adjoint, au lycée Ribot de nous accueillir, et je crois que Monsieur Cordonnier, qui est le responsable du fonds ancien de la bibliothèque de Saint-Omer, est très heureux qu'on puisse transposer ici ce qui ne peut être accueilli cet après-midi par la Barcarolle autour d'Erasme. Donc, pour vous parler d'Erasme, nous sommes quelques-uns, à commencer par Rémi Cordonnier, le responsable du fonds ancien de cette bibliothèque que je vous invite tous et toutes à visiter. Par exemple, ce soir à 18h30, à l'occasion de la conférence de... C'est complet, il n'y a plus de place. On est complet ce soir. On est complet. Donc je vous invite lundi à la visiter. Et de toute façon, tout sera filmé. Donc quelques-uns, Monsieur Rémi Cordonnier, dont j'ai parlé, ma collègue Annick Benoît et moi-même des lettres européennes, Luc de Voldereux, qui est un éditeur, un écrivain, un académicien belge néerlandophone, qui connaît particulièrement bien cette période humaniste. Merci à la régionale de cette étape audomaroise d'Erasme, Raphaël Robert, professeur de lettres classiques dans cet établissement. Merci à Lucille Castelin, qui vient de loin, puisque de Béthune, qui nous parlera, qui nous jouera, qui fera jouer à ses élèves de collège un colloque d'Erasme. Merci à... J'ai cité tout le monde. J'ai oublié, oh là là, quand même, j'oubliais nos amis Luther et Calvin, qui bien sûr sont d'immenses figures de ce XVIe siècle, qui seront présentés par des élèves du lycée Blaise Pascal de Longness, encadrés par deux de leurs professeurs, donc Alexandre Virag et Monsieur Très bien, Stéphane. Bon après-midi érasmienne à tous. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, on l'entend? On s'entend pas ici. Bien, bonjour à tous. Donc, comme l'a déjà dit plusieurs fois Guy, je suis le responsable des fonds patrimoniaux de la bibliothèque de Saint-Omer, donc votre voisin, juste là, on peut voir, on pourrait presque voir mon bureau ici, que peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de venir visiter, ou en tout cas de venir s'installer avant la période Covid, puisqu'on a dû retirer les fauteuils de la salle du patrimoine que vous avez ici, faute de pouvoir y être, puisqu'effectivement on avait prévu de vous inviter initialement à faire cette rencontre dans cette salle, mais la jauge y étant très limitée, c'était un peu difficile pour nous d'assurer à la fois sécurité, respect des lois et accueil de médias. Donc on est content d'avoir cette solution de repli qui finalement n'est pas bien loin. Je vais quand même vous en toucher deux mots, ne serait-ce que pour peut-être vous donner envie effectivement d'y revenir à l'occasion et de venir voir ce qu'on y fait. Donc c'est en fait c'est la première bibliothèque publique de Saint-Omer qui a été créée il y a maintenant plus de 200 ans, en 1799, à partir de tout l'héritage des maisons religieuses des alentours, l'héritage livresque et intellectuel des grandes maisons religieuses audomaroises, avec bien sûr Saint-Bertin en premier lieu, mais également Claire-Marais, la Chartreuse de Longness, les différents collèges qui se trouvaient dans la ville, les deux collèges jésuites et leurs successeurs, les couvents, etc., etc. Et puis qui a continué de s'enrichir après en fonctionnant comme une bibliothèque d'études, puisque pendant très longtemps, des enseignants du lycée Ribot et des autres lycées de la ville ou les antiquaires de la Morigny, des érudits locaux venaient consulter ces volumes, comme a pu le faire Erasme, j'en parlerai après, en son temps, sauf qu'il n'était pas encore dans ce bâtiment-là. Donc actuellement, dans ce fonds ancien, donc cette collection de livres anciens, nous totalisons plus de 35 000 volumes, dont environ 11 000 qui sont antérieurs à 1820, parmi lesquels on compte notamment plus d'1 millier de manuscrits, dont 600 médiévaux, les plus anciens, remontent quand même à l'époque de Charlemagne. Donc on a vraiment ici un trésor intellectuel et culturel extrêmement précieux.
On y a aussi beaucoup d'imprimés, notamment des imprimés du tout début d'imprimerie, j'en reparlerai aussi après, et beaucoup d'imprimés modernes, dont certains ont appartenu à de grands noms de la pensée occidentale, parmi lesquels, alors on n'a malheureusement pas encore retrouvé le livre ayant appartenu à Erasme dans notre fond, même si je garde l'espoir d'en trouver quelques-uns qui auraient pu recevoir des annotations de ce grand personnage. Mais voilà, il y a d'autres noms qui se retrouvent dans ces volumes et qui témoignent justement du rôle important qu'a pu jouer Saint-Omer comme centre intellectuel à l'époque médiévale et à l'époque moderne, et avec lequel on s'inscrit aujourd'hui dans une certaine continuité finalement. En tout cas, je l'espère. Et je suis surtout particulièrement content de voir devant moi qu'il y a quand même encore pas mal de latinistes finalement au lycée, ce qui est rassurant, notamment pour la perpétuation de tout ce travail d'érudition et de connaissance que l'on fait à partir de ces textes-là. Donc, on m'a demandé, je regarde un peu ce que Guy avait mis dans sa présentation, mais il faut que je vous présente le fond, donc ça je viens de le faire. La fonction des clercs, alors ça c'est une très vaste question, on pourrait faire 3 ou 4 colloques rien que sur cette question-là, mais disons que clerc à l'origine, c'est compliqué parce que c'est d'abord essentiellement religieux, c'est celui qui a reçu la cléricature. Donc, mais c'est très rapidement devenu une fonction et presque une classe sociale associée aux gens d'érudition, justement, aux gens de lettres. Alors attention, ça ne veut pas dire que seuls les clercs, comme on l'a souvent dit et on le lit encore beaucoup, savaient lire et écrire au Moyen-Âge et à l'époque moderne. L'écriture était bien plus répandue dans une pratique courante d'usage que ce qu'on veut bien imaginer pour l'époque médiévale et moderne. Mais par contre, ceux qui avaient la caricature étaient à proprement parler des lettrés. On regarde des illettrés, c'est-à-dire des gens qui avaient acquis une véritable culture littéraire étendue, vaste, souvent classique, donc auteur de l'Antiquité et père de l'Église latine, et qui en font profession. Alors souvent, c'est également associé au domaine juridique, puisque à l'époque, le droit était déjà aussi compliqué, si ce n'est pas plus compliqué que maintenant, et faisait appel à une très vaste connaissance, un vaste corpus littéraire, très complexe à assimiler. Donc d'ailleurs, on a gardé ce lien entre le monde juridique et la caricature de nos jours, puisqu'on parle encore de clercs, de notaires, pour évoquer les gens qui pratiquent ces métiers-là. Néanmoins, comme je vous disais à l'époque, c'est quand même essentiellement associé au monde alors, en fait, on était essentiellement religieux quand on était clerc à l'époque, puisque c'était dans ce monde-là, dans ce milieu-là, que se trouvaient les charges qui permettaient d'être rémunérés pour ce travail littéraire que l'on faisait. Du coup, Erasme, on l'oublie souvent, mais il a été ordonné prêtre. Même si à mon avis, il n'a pas souvent dit la messe, il était en mesure de le faire. Et d'autres personnages importants, dans la région en France de Maulde, par exemple, qui était chanoine de Saint-Pierre-sur-la-Lys, mais il est surtout connu pour ses éditions de textes classiques, par exemple. Voilà, donc ça c'est pour la fonction et le rôle des clercs, qui jouaient quand même un rôle extrêmement important dans l'éducation et dans la gouvernance du pays sous l'Ancien Régime. Trois trésors, oui c'est ça que j'ai oublié de faire, j'ai sauté un peu dessus. Alors on m'a demandé de vous présenter 3 trésors, alors, vous imaginez que sur 35 000 c'est tout, il a fallu que je fasse une petite sélection. Et quand même vous me rappeler des choses en lien avec notre journée d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je veux ici? Et c'est aussi un moyen de vous présenter un outil qui devrait lui permettre d'explorer aussi un peu les collections patrimoniales sans forcément vous déplacer à la bibliothèque. Donc, vous allez retrouver plusieurs éléments de ce volume-là dans le petit livret qui a certainement dû vous être distribué. Puisque à la base, moi je suis médiéviste, je rappelle, je travaille sur le Moyen-Âge, donc le Moyen-Âge plein, donc j'étais assez éloigné d'Erasme. Donc c'est quand même une figure que tout littéraire connaît, et qui est aussi une gloire régionale, qui faisait partie des pays babyloniens, il a beaucoup circulé chez nous, même s'il est allé dans toute l'Europe. Et j'ai été assez surpris lorsque j'ai catalogué ce volume-là, il y a déjà bien 4-5 ans, de retrouver ce médaillon avec le portrait d'Erasme qui avait été gravé par Holbein le Jeune, peu de temps après avant la mort du philosophe, et qui à l'origine ne faisait pas partie de ce volume, puisque voilà, la page de titre, c'est alors il y a un lien avec Erasme, puisque c'est l'édition
scientifique au sens littéraire du terme, c'est-à-dire l'établissement d'un texte aussi proche que possible, ou supposé tel de l'original, des œuvres de Pline l'Ancien, non, Pline le Jeune, pardon, par Erasme, donc imprimé à Bâle en 1525. Donc ce livre-là est à la bibliothèque. Et c'est dans ce livre, sur la page suivante, donc, qu'on trouve ce médaillon d'Erasme qui a été donc rajouté par l'ancien possesseur de ce volume, dont vous avez également le nom ici. Donc comme vous voyez, on a Arienne, c'est-à-dire Arienne 6, c'est vers sur la liste. Donc on a A. Cocceius, Arienne 10, 1534. Donc on apprend donc que ce livre a appartenu vraisemblablement à ce Antoine Coquel, ou de Coquel, qui était enseignant qui est décédé à Aix-sur-la-Lys, qui a enseigné dans la région, et qui fait partie du cercle humaniste du Nord. Et plus intéressant encore, donc, alors, on a retrouvé derrière, en travaillant sur le volume, on a pu voir qu'à l'arrière de ce médaillon que vous avez ici en gros plan, on avait des inscriptions. Alors malheureusement, là, vous avez vu, on ne les voit pas très bien, mais vous pouvez voir Solideo au nord ici, Ertalius ici, et puis une date, on n'a pas réussi, une date ici, pardon, 1500, je crois que c'est 56, je ne suis pas sûr, et une espèce de monogramme. Et là aussi, ça a permis de poser encore un peu plus l'histoire de ce volume, dont le médaillon trouvé sur un document qui avait été signé par Louis Hertaut, Ertalius, abbé de Clermarais à l'époque, et dont on sait, grâce au travail de Jean Baudin, un grand érudit, on peut dire du siècle passé, puisqu'il est décédé avant le qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a déterminé qu'il y avait vraiment un cercle humaniste à la bénédiction cistercienne de Clermarais à cette époque-là. Donc on voit le lien, on peut imaginer, essayer de reconstituer l'histoire autour de ce volume, donc qui a appartenu à Jean Coquel, vraisemblablement amis parce qu'ils avaient des intérêts communs en termes de lecture classique avec Louis Hertaut. Et ce dernier, Louis Hertaut, donc, a envoyé à son ami d'Aix-sur-la-Lys le faire part, entre guillemets, de décès d'Erasme, sur lequel était reproduit le médaillon. Et en souvenir du grand humaniste, Jean Coquel a collé le médaillon qui représentait Erasme sur la page de titre de ses éditions de Pline. Donc voilà, c'était un peu... C'est une anecdote, hein, mais c'est comme ça aussi qu'à travers la petite histoire, on peut se rendre compte un petit peu des échanges intellectuels qui existaient dans la région et entre les différents penseurs locaux. Pardon. Alors, un autre trésor, là aussi, l'écran ne fait pas honneur à l'enluminure, mais vous avez ici un très très beau manuscrit, très grand, un grand format, un folio. Donc vous imaginez que pour les à peu près 300 pages de ce volume, on a dû tuer certainement 50 têtes de bétail juste pour faire la page. Au XIIe siècle, copié à la main par des moines de Saint-Bertin et enligné par eux. Et alors pourquoi je vous le montre? D'une part parce qu'il est très beau, mais également parce que il s'avère qu'il s'agit des homélies sur la Genèse d'Origène d'Alexandrie. Donc Origène d'Alexandrie, c'est pas le détail, mais c'était un grand penseur des premiers siècles du christianisme qui a établi la manière dont il fallait interpréter le texte biblique. C'est lui qui a mis en place les 4 sens de l'exégèse. Si un jour vous travaillez là-dessus, ça vous fera peut-être un écho à cette journée. Toujours est-il que Origène est d'origine grecque, il a écrit en grec, traduit en latin, et on sait que parmi les grands spécialistes d'Origène à l'époque, d'Erasme, il y avait Jean Vitrier, qui était le prieur, donc le chef, le dirigeant des franciscains de Saint-Omer. Erasme avait entendu parler du renom en termes d'exégèse de ce Jean Vitrier, et on sait qu'il est venu à Saint-Omer, notamment, pas seulement, mais notamment pour rencontrer Jean Vitrier, pour que ce dernier l'aide à parfaire ses connaissances en grec, c'est bien du latin, mais ça reste quand même des langues classiques, et que c'est en grande partie l'attractivité intellectuelle de Jean Vitrier qui a fait que Erasme est venu plusieurs fois séjourner à Saint-Omer, dont notamment une année complète quasiment, entre 1501 et 1502. Donc il n'est pas complètement anodin non plus de vous montrer ces homélies, certes en latin, mais d'Origène, puisqu'on sait que parmi les livres que Erasme a demandé de se faire livrer de Saint-Bertin à son lieu de résidence, donc à Courtevaux, pas loin d'ici,
il n'y a rien d'original. Donc peut-être qu'Érasme a quand même tourné les pages de ce volume en son temps lorsqu'il est venu à Saint-Omer. Donc ça, je vous rappelle, c'est un manuscrit du début du XIIe siècle. Et enfin, bon, quand même, on m'a parlé de trésor, c'est certainement celui qui, en tout cas en termes de valeur marchande, est le plus important de Saint-Omer. Je voulais quand même vous rappeler qu'on est quand même la seule bibliothèque de province en France à posséder l'une des rarissimes Bibles de Wittenberg, donc la Bible à 42 lignes, imprimée à Mayence avant août 1456 sur les presses de Wittenberg, sachant qu'en France il n'y en a que 5 en tout, 4 à Paris et 1 à Saint-Omer. C'est uniquement le deuxième tome, et c'est aussi pour rappeler à nouveau que Érasme a beaucoup travaillé sur les textes religieux quand même. Son objectif c'était surtout de rééditer, en fait un des objectifs c'était de rééditer complètement l'œuvre de Saint Jérôme, qui est celui qui a établi le texte de la Vulgate latine, donc le texte biblique a été en vigueur depuis le 5e siècle jusqu'à Vatican II, donc ça a fait quand même le 6e siècle. Je comprends toujours. Donc, depuis le 6e siècle jusqu'à Vatican II, donc un texte fondamental auquel Érasme s'est frotté à nouveau dans son temps. Et donc ici, vous avez la toute première édition imprimée de cette Vulgate de Saint Jérôme. Certes, on n'a qu'un seul tome sur les deux, mais c'est quand même un bel ouvrage, témoin justement de la révolution du livre, de la fabrication du livre, de l'industrie du livre au début de l'époque moderne, et qui va considérablement faciliter, en tout cas enrichir et faciliter la diffusion du travail des humanistes de cette époque-là. Donc c'est un des tout premiers témoins de cette nouvelle technique qui va révolutionner la pensée européenne, et en tout cas sa diffusion et son échange. Voilà, et je crois que c'est bon, hein, j'ai fait le tour de ce que j'étais censé présenter. Je ne sais pas si j'ai trop débordé. Pas du tout. Je crois qu'on peut dire merci à Rémi. Restons une petite seconde sur le XVIe siècle, mais vraiment l'autre bout du XVIe, pour vous signaler que dans cette merveilleuse bibliothèque de Saint-Omer, il y a le First Folio de Shakespeare, autre pièce absolument rarissime. Rémi, bravo de préserver et de nous faire aimer un fonds ancien tel que celui-là. Je reste à l'autre extrémité du XVIe siècle, et cette fois-ci, nous allons quitter le monde de la bière pour celui du vin de Bordeaux, puisqu'Annick Benoît va nous parler de Montaigne. Bonjour, je vais vous parler en fait d'Érasme et de Montaigne, mais d'un aspect très limité. Je vais vous parler de leur bibliothèque. D'abord, il faut savoir que la bibliothèque, longtemps, avait disparu. Tout le monde avait gardé en mémoire que la ville d'Alexandrie avait la plus grande bibliothèque du monde. Vous savez qu'elle avait été créée dans l'Antiquité et qu'elle avait brûlé. Et que c'était resté fixé dans les souvenirs qu'on avait perdu quelque chose avec cette bibliothèque qui avait essayé de rassembler toutes les connaissances de l'humanité. Alors il faut vous remettre dans la situation de l'Antiquité, toutes les connaissances de l'humanité, c'est le bassin méditerranéen quand même, mais bon, c'était déjà beaucoup. Après, qui a gardé des textes écrits? C'est essentiellement l'Église, les moines. Et on parle plus tellement de bibliothèque, on parle de scriptorium, l'endroit où on écrit et où on conserve. Et si vous avez vu, c'est peut-être un peu vieux pour vous, le film tiré du roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose, la plus grande partie de ce film tiré d'un roman policier se passe dans un scriptorium. Qu'est-ce que c'est qu'un scriptorium? C'est essentiellement un endroit où on recopie. Éventuellement, on cherche toujours une erreur dans le manuscrit qu'on est en train de recopier pour éviter d'en faire une deuxième. C'est un travail très long. Il faut faire la décoration, les enluminures, etc. Et après, c'est conservé. C'est quelquefois offert en cadeau, mais rarement. Parce que ceux qui savent lire, ce sont essentiellement les moines à l'époque. Et puis voilà la Renaissance. La Renaissance que j'appelle Renaissance en reprenant l'étiquette du 19e siècle.
les gens de cette époque-là ne pensent pas à la Renaissance. Mais voilà, l'homme de la Renaissance découvre les textes anciens, parce que vous vous rappelez que l'univers byzantin a été pris d'assaut par les musulmans. La plupart des savants ont fui, se sont réfugiés en Italie et ont apporté comme trésor, ils ont apporté leurs textes, les textes anciens qui avaient complètement disparu dans la partie occidentale de l'Empire romain. À la destruction de Rome, on avait perdu tout ça. Et dans la partie occidentale de l'Europe, on connaissait quelques textes d'Aristote, quelques textes d'historiens, mais pas grand-chose par rapport à tout ce que les Byzantins ont apporté. Et les gens cultivés se sont mis à lire, et à lire dans le texte. À lire en latin, ça c'était assez normal. À lire en grec. Erasme, par exemple, va apprendre le grec adulte pour arriver à comprendre et à traduire. Et la notion de bibliothèque va renaître à ce moment-là. Un des premiers à construire une bibliothèque, j'en parle rapidement, c'est Pétrarque. Je ne sais pas si vous voyez qui est Pétrarque. Si vous vous êtes promené du côté d'Avignon ou à Fontaine-les-Vaucluses, vous avez peut-être vu un endroit où on parle de la lore de Pétrarque. C'est un poète italien, d'origine italienne, qui a suivi le pape qui était venu s'installer en Avignon. Son père faisait partie de la cour papale, et qui a adoré cette région. Et sur le parvis d'une église, un jour, il croise une jeune femme, il en tombe amoureux, elle ne le sait même pas, je crois qu'elle est déjà mariée, et il va lui écrire des poèmes. Pour elle, il écrit en italien. Tout le reste de son œuvre, tout ce qui est important, de l'ordre de la culture, de la philosophie, etc., il l'écrit en latin. Mais vous voyez, c'est quand même un homme d'avant-garde qui va faire sa bibliothèque, et alors il fait une bibliothèque destinée, non pas à lui tout seul, mais à tout le monde. Il voudrait que, enfin quand je dis tout le monde, il faut déjà savoir lire au XIVe siècle, tout le monde ne lit pas, mais ceux qui apprennent à lire, etc., sont invités à venir voir les livres, enfin à ce moment-là plutôt les manuscrits. Et Erasme, un petit moment après, puisque Erasme c'est fin du XVe, début du XVIe, Erasme va faire la même chose. Il est obsédé par l'idée d'avoir une bibliothèque. Alors lui, il va avoir des manuscrits, il va avoir des œuvres imprimées, puisqu'il est né juste après la création de l'imprimerie. Et son idée à lui, c'est la même que Pétrarque. Il faut qu'on ait une bibliothèque pour que les gens puissent venir lire, puissent venir s'instruire, puissent venir réfléchir et discuter. Alors, vous qui allez de temps en temps dans des bibliothèques, je pense que vous êtes amenés à être silencieux, à lire dans le calme pour que d'autres puissent également réfléchir. Là, ce n'est pas le cas. C'est un lieu de discussion. Et sa bibliothèque, il va la rendre assez impressionnante pour l'époque, mais vous, je pense que ça va vous faire sourire. Il a à peu près, dit-on, c'est très imprécis, à peu près 600 ouvrages. 400 ouvrages imprimés, et ça on en est sûr, parce qu'il y a une liste qui a été faite. Sa bibliothèque a été, de son vivant, rachetée par un grand noble polonais qui voulait que surtout pas ce soit dispersé à la mort d'Erasme. Et pour Erasme, ça a été vraiment une très belle occasion d'avoir un peu d'argent. Le grand noble polonais lui permettant de garder sa bibliothèque jusqu'à sa mort. Et en plus des 400 ouvrages illustrés, il y a quelques manuscrits. Et je pense que c'est... Et puis des ouvrages écrits par Erasme lui-même, donc on n'a pas comptabilisé dans sa bibliothèque. Donc voilà, vous avez l'image de la bibliothèque qui n'est pas tout à fait la nôtre. En faisant ça, Erasme lutte contre tous ces grands seigneurs cultivés. Maintenant, ça y est, la noblesse apprend à lire et à écrire à la Renaissance, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge. Et les grands seigneurs achetaient des manuscrits ou achetaient des livres, mais pour montrer qu'ils avaient de la richesse et qu'ils étaient cultivés. Et vous allez voir ce que dit Erasme II. Il écrit ça dans une préface de la Bible de Saint Jérôme, dont on a parlé tout à l'heure.
adressée à l'archevêque de Canterbury. Les rois les plus puissants et les plus florissants pensèrent à la fois s'acquérir le plus réel et le plus fondé des titres d'éloge et rehausser leur règne d'un lustre singulier s'ils transmettaient à la postérité des bibliothèques composées des meilleurs manuscrits, le plus exactement corrigés. Ils achetaient des livres à prix d'or, en faisaient copier avec une grande fidélité, ou plutôt avec un scrupule religieux, et une fois enfermés dans des étuis de cèdre, le cèdre c'est le bois qui protège le mieux, une fois enfermés dans des étuis de cèdre, puis recouverts de résine, ils les plaçaient dans des temples, afin que la garde d'un dépôt aussi sacré et aussi divin ne fût confiée à d'autres qu'aux puissances divines elles-mêmes. Et là, Erasme se moque de ces gens-là. Il dit non, la bibliothèque, c'est pas fait pour ça. Si vous avez des livres, il faut les lire, sinon ça ne sert à rien. D'ailleurs, à un autre cardinal, à une autre personne, et à peu près à la même époque, la même année, il écrit « Mais, sans le recours à des bibliothèques très nombreuses et très fournies, il est impossible de mener à bien cette entreprise comme il le convient. Si donc il se trouve quelque texte dans la bibliothèque que tu entretiens chez toi, si riche et rempli d'une quantité inépuisable de livres en toute langue, ou bien dans celle du souverain pontife ou d'autres encore, ce serait un geste digne de ta piété que de le rendre pour l'utilité publique accessible dans le monde entier. » Voilà, là vous avez une belle idée, si le dernier rang veut bien se taire. Merci. Vous avez une belle idée donc de l'image que se fait Erasme de la nécessité d'avoir une bibliothèque. Et maintenant, on passe à la fin du siècle, puisqu'on choisit Montaigne, et d'abord, il ne l'appelle pas bibliothèque, lui. Vous savez que Montaigne parlait latin couramment, et il l'appelle librairie. Comme on dit librairie encore en anglais, library. Contrairement au concept d'Erasme, on sent qu'on est sur l'autre pente de l'humanisme, les idées changent petit à petit. La bibliothèque est une propriété personnelle pour lui. Il s'y réfugie, il s'y isole. Vous avez eu des textes, les textes de Montaigne, vous les avez eus? Sinon, ils sont dans le livret. Regardez la librairie, la page 4 et 5. Prenez, s'il vous plaît, le deuxième paragraphe tout de suite. Chez moi, je me détourne un peu plus souvent à ma librairie. Je me détourne au sens de j'y vais, je me réfugie. D'où, tout d'une main, je commande à mon ménage, je suis sur l'entrée. Alors il faut que je vous explique que si vous n'avez pas encore visité le château de Montaigne, qui existe toujours, sa librairie, c'est la tour qui est à l'entrée du château. Le château est un peu plus loin. Il faut que vous ayez bien ça en tête, et la librairie est séparée du château par une cour, ce qu'on appelait avant généralement la basse-cour d'ailleurs. Donc, comme il est en hauteur, il commande à son ménage. Je suis sur l'entrée et je vois sous moi mon jardin, ma basse-cour, ma cour, et dans la plupart des membres de ma maison. Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte. Alors dicte, c'est un peu ambigu, peut-être qu'il a toujours un secrétaire, peut-être qu'il dicte ses essais à son secrétaire, mais ça peut être aussi qu'il est en train d'écrire lui-même. Alors il dicte en me promenant mes songes que voici. Et donc, quand je vous dis après qu'il s'y isole, que c'est donc un lieu de protection, oui, on est très très loin de l'idée que Pétrarque et Erasme se faisaient d'une bibliothèque. Vous regardez le troisième paragraphe. Elle est au troisième étage d'une cour. Alors, elle est au troisième étage, ça veut dire qu'en fait, elle est au deuxième étage. On appelait le premier étage, et nous appelons nous le rez-de-chaussée. Elle est au troisième étage d'une tour. Le premier, c'est ma chapelle. Le second, une chambre et sa suite, où je me couche souvent pour être seule. Au-dessus, elle a une grande garde-robe, l'endroit où on rangeait les vêtements. C'était au temps passé le lieu le plus inutile de ma maison. Je passe là la plupart des jours de ma vie et la plupart des heures du jour. Je n'y suis jamais la nuit. Là, il parle de la librairie elle-même. À sa suite est un cabinet assez poli au sens de bien installé. Je retrouve le terme exact, bien poli. Oui, bien aménagé, c'est ça. Capable à recevoir du feu pour l'hiver, très plaisamment percé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fenêtres pour une si petite, pas petite,
elle n'est pas petite, mais pour une pièce de cette taille-là. Et si je ne craignais non plus le soin que la dépense, le soin qui me chasse toute besogne, je pourrais facilement coudre à chaque côté une galerie de 100 pas de long et 12 de large à plein pied, ayant trouvé tous les murs montés pour un autre usage à la hauteur qu'il me faut. Alors là, c'est juste, je vous explique que c'est la mode. On est à la fin de la Renaissance, et tous les seigneurs font une galerie, créent une galerie à l'intérieur de la cour en général. Vous avez dû en voir en visitant des châteaux ou en allant en Italie, à l'intérieur des immeubles, on peut circuler sur des espèces de balcons qui font le tour. Et lui, il vous explique donc qu'il pourrait relier sa tour, l'entrée, au château par une très grande galerie qui lui permettrait de marcher. Mais il ne le fait pas, c'est une question d'argent. Tout lieu retiré requiert un promenoir. Mes pensées dorment si je les assis. Autrement dit, si je reste assis, je m'endors, et mes pensées aussi. Il faut que je bouge pour réfléchir. La figure en est ronde, il parle de la figure, de la figuration en fait de sa bibliothèque, elle est ronde, et n'a de plat que ce qu'il faut à ma table et à mon siège. Et vient, m'offrant ce courbant d'une vue, tous mes livres, rangés à 5 degrés tout à l'environ. Il faut juste que vous imaginiez une pièce ronde, sur laquelle on a mis des bibliothèques, et lui, il a mis, à un endroit où il n'y a pas de bibliothèque dans son dos, il a mis sa table et son siège. Elle a 3 vues de riches et simples prospects, autrement dit une très belle perspective, quand il regarde par les fenêtres, car ma maison est juchée sur un tertre, comme dit son nom. Montaigne, ça veut dire montagne. En fait, je pense qu'on prononçait quelque chose comme montagne. Et n'a point de pièce plus éventée que celle-ci, qui me plaît d'être un peu pénible et à l'écart, tant pour le fruit de l'exercice que pour reculer de moi la presse. Vous voyez, il n'aime pas qu'il y ait du monde dans sa librairie. Il veut y être tranquille. C'est là mon siège. J'essaye de m'en rendre la domination pure et à soustraire ce seul point à la communauté conjugale et filiale et civile. Autrement dit, je ne veux pas que ma femme et ma fille viennent là, ni les représentants de la mairie, etc. Partout ailleurs, je n'ai qu'une autorité verbale. En Montaigne, essence confuse. Misérable à son gré qui n'a chez soi ou être à soi, ou se faire particulièrement la cour, ou se cacher. Autrement dit, c'est le seul endroit où je peux me réfugier et être tranquille. Alors, donc vous voyez que contrairement à Erasme, sa librairie est une propriété personnelle. Et si vous voulez la voir, je ne sais pas si on a le temps ou pas, vous pouvez prendre vos téléphones et vous allez sur un site internet, vous tapez plutôt bibliothèque de Michel de Montaigne, sinon vous allez avoir des bibliothèques Montaigne qui ne sont pas la sienne. Et vous voyez la bibliothèque. Et l'autre caractéristique de cette bibliothèque, le plafond n'est pas pointu comme ça, c'est un plafond plat tenu par des solives, par des poutres. Et sur toutes les poutres, il a gravé des phrases tirées des textes grecs et latins. Montaigne parlait latin couramment, c'était sa langue d'origine, il a été élevé avec le latin, mais il parlait aussi grec. Et donc, il a gravé sur ces poutres des phrases qui lui ont servi de réflexion et qu'il a beaucoup cité dans ses essais. Voilà, donc je termine là-dessus. Vous n'avez pas sorti vos téléphones, vous n'avez pas peut-être vos téléphones. Si vous les avez, je crois que ça vaudrait le coup, vous regardez. C'est très facile à trouver. Hein. Comme ça, vous verrez qu'elle est ronde et vous verrez les solives. Ça va faire un bon bazar. Et pendant ce temps-là, pendant que vous cherchez, je conclus. La bibliothèque de Montaigne est donc plutôt un refuge, un lieu de découverte des textes, un lieu de mémorisation, de réflexion et d'écriture, mais solitaire. D'une certaine manière, elle ressemble un peu plus à une bibliothèque, lieu de lecture, de travail et de silence. En revanche, de la bibliothèque d'Erasme, on gardera l'idée qu'elle accueillait des lecteurs pour les ouvrir, leur ouvrir la science, les connaissances. Et ça aussi, c'est un des aspects qui existent dans nos bibliothèques actuelles. Voilà. Merci Annick. Guy Fontaine va vous parler maintenant. De la folie du temps. Je vais juste vous lire de profil pour ne pas postillonner, vers vous en tout cas.
la toute fin de l'éloge de la folie. Alors, un effort d'imagination, la folie est une femme, je suis une femme, je suis maquillée, je ne suis ni jeune ni vieille, et je viens de vous faire un long discours où j'explique que ma folie vaut largement la sagesse des autres. Je vous le fais en français ou en latin? En français pour commencer, nous aurons du latin dans quelques instants. Mais je passe les bornes et il faut en finir. Si vous trouvez que j'ai déraisonné ou trop causé, rappelez-vous que je suis la folie et je suis une femme qui pisait. Souvenez-vous aussi du proverbe grec, un fou quelquefois parle avec sens et raison, à moins que vous ne pensiez que ce dicton puisse s'appliquer à mon sexe. Mais vous vous attendez à une conclusion, je le vois bien, triple fou que vous êtes. Croyez-vous donc que je me souviens d'un seul mot du pot pourri que je viens de vous débiter? Les anciens disaient, je hais un convive qui a trop bonne mémoire, et moi je vous le dis, je hais un auditeur qui se souvient de tout. Allez donc, applaudissez, vivez en joie et buvez sec, illustres adeptes de la folie. Eh bien, Érasme, c'est un petit peu mon cousin. Je l'aimerais bien comme un cousin flamand ou un cousin ch'timi. Cet homme tellement érudit, cet homme qui était quand même prêtre du diocèse de Cambrai, cher Rémy, et ça le rend un petit peu cousin de cette région, et ça le rend surtout cousin de quelqu'un qui a fait un peu le même métier que lui dans le diocèse de Cambrai, je pense à Fénelon qui était archevêque de Cambrai, et qui, comme Érasme, avait pour mission d'élever le fils d'un prince, le fils d'un roi. Parmi ses missions, Érasme, l'auteur de l'éloge de la folie, tout de même, a pour mission d'élever le futur Charles Quint, comme Fénelon a pour mission d'élever le fils du roi Louis XIV, ou, pour prendre les livres chers à Érasme et à Montaigne, comme Sénèque avait pour mission d'élever l'empereur Néron. Vous voyez que c'est pas facile quand on est philosophe, quand on est un clerc, des fois, on doit élever des élèves un peu turbulents. Cet éloge de la folie s'inscrit dans une sacrée période de folie. Je vous invite à aller voir au musée Sandelin l'extraction de la pierre de folie de Jérôme Bosch. La peinture date d'une quinzaine ou une trentaine d'années avant l'écriture de l'éloge de la folie. De quoi s'agit-il? On voit des gens qui se prétendent sages, vous avez une nonne, vous avez un moine, vous avez un malade qu'il faut opérer, et vous avez un charlatan, avec un entonnoir sur la tête pour bien montrer qu'il est charlatan, qui fait à l'intérieur de son crâne une incision, dans l'autre main il a une pierre, et il fait semblant de sortir de la tête du malheureux une pierre qui est la pierre de folie. Vous vous doutez bien que ça ne le guérit en rien de sa folie. La nonne qui est à côté de l'opéré porte un livre de médecine, elle aussi posé sur la tête. Le moine a une cruche à la main, on ne sait pas si c'est pour nettoyer la blessure ou pour boire un coup. Bref, tous ces gens qui prétendent opérer de la folie sont en fait atteints de cette folie considérée comme quelque chose, si vous voulez, ils sont beaucoup plus fous que la folie qu'ils prétendent soigner. Et au XVIe siècle, Dieu sait qu'on est dans une période de fureur et de folie. C'est la peste qui ravage l'Europe entière. Quand Érasme se réfugie à Saint-Omer, le duc de Vendôme, nous en parlerons, je crois, c'est parce que c'est un des endroits qui n'est pas trop atteint par la peste noire. Nous allons entendre parler des guerres de religion dans un instant, et il faut imaginer une Europe ravagée par ces questions des guerres de religion. Donc, on est bien dans une période de folie. Et la fausse folie... Attendez, ah oui. Je voulais en venir à cet éloge de la folie.
où Erasme déclare la guerre à la guerre. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande de lire. C'est la biographie d'Erasme par Stefan Zweig. Je ne sais pas s'il a vraiment dit guerre à la guerre, mais je trouve ce mot extrêmement beau et extrêmement représentatif de la sagesse d'Erasme qui sent venir, parce qu'elles ne sont pas encore totalement arrivées, il sent venir les guerres de religion, il sent venir l'embrasement d'une grande partie de l'Europe, et un clerc doit servir à essayer de briser la folie du temps, et c'est en faisant parler la folie qui en fait est porteuse de sagesse. Cette folie est peut-être porteuse même d'un message chrétien, le message de la croix, la folie de la croix. C'est en faisant parler la folie qu'Erasme essaye de guérir le XVIe siècle de la folie. Je vous remercie. Et je passe la parole à un sage qui est Luc Deveul. J'ai franchi une frontière aujourd'hui, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a quelques mois, je ne pouvais pas venir en France. Je vais me tenir à mon texte parce que le français n'est pas ma langue maternelle. Bon, cela dit, dans une de ses lettres, Erasme, or il en écrivit plus de 3000, le grand humaniste du XVIe siècle écrivait « Ego mundis ibis esse cubio, omnis omnium ». Je veux être un citoyen du monde, un compatriote de tout le monde. Pour ce lettré, né comme bâtard à Rotterdam, émancipé par la connaissance et sa maîtrise parfaite du latin, cette langue du latin était la langue évidente du monde tel qu'il le connaissait. Or, s'il y a une langue éminemment européenne, c'est bien le latin. C'était la langue de l'Imperium Romanum, c'était la langue de l'Église catholique, c'était la langue des savants jusqu'en 1700 environ. En plus d'être la langue maternelle des Romains, le latin est devenu la langue paternelle de chaque Européen que nous sommes tous, pendant de nombreux siècles. L'Imperium Romanum, l'Empire romain, est pour toujours gravé dans la mémoire collective européenne comme l'une des tentatives les plus réussies pour organiser et gouverner une grande partie du monde. Le christianisme a parlé d'abord grec, plus précisément koiné dialectos, la langue commune, la lingua franca du bassin oriental de la Méditerranée. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'était l'anglais de l'époque. Lorsque Pierre, le premier évêque de Rome, a été crucifié à Rome dans le cirque de Néron, dans les années 60, environ du 1er siècle, il était certain qu'un jour, l'Église catholique parlerait latin. L'Imperium Romanum a disparu, l'Église a conservé la langue de Rome. Cette langue, après la chute de l'Empire romain en Occident, s'est réfugiée dans les monastères et plus tard dans les universités de l'Europe. Vers 1300, Alighieri Dante, le grand poète écrivain italien, écrit sa Divina Commedia. Il écrit en toscan, sa langue maternelle. L'italien n'existait pas à l'époque. C'était la langue de Florence, de Toscane. Il écrit ce chef-d'œuvre en toscan, sa langue maternelle, mais il doit encore défendre l'usage littéraire de la langue maternelle vernaculaire, qui n'était pas le latin, dans un traité rédigé en latin, ce qui est un paradoxe assez intéressant. Avec Pétrarque, on l'a déjà nommé, on est début 14e siècle, on reste en Italie, où tout a commencé. Avec Pétrarque commence l'humanisme. C'est quoi? C'est le mouvement intellectuel qui s'émancipera du monopole du clergé
connaissance et la langue. Les humanistes ont purifié le latin du Moyen-Âge. Ils voulaient revenir aux sources du latin classique. Ils voulaient écrire et penser plus clairement. Le grand humaniste italien Lorenzo Valla et le grand humaniste fut Erasme ont perfectionné ce que Pétrarque avait mis en route. Et pourtant, le bâtard Erasmus, il est né à Rotterdam, aujourd'hui il serait néerlandais, un type qui avait commencé à parler, écrire et même, ce qui est quand même assez rare, penser en latin, mieux que les Italiens eux-mêmes, et bien même Erasme est revenu à sa langue maternelle sur son lit de mort à Bâle, en Suisse. Les derniers mots de l'humaniste auraient été Lieber Gott, ce qui veut dire en néerlandais, ce qui veut dire en français mon cher Dieu. C'est une anecdote qui m'émue particulièrement parce qu'il parle à la fin de sa vie de nouveau ma langue, qu'il avait complètement oublié, parce que toute sa vie adulte certainement, s'est déroulée en latin, en parlant, en écrivant et en pensant dans ce langue. Le latin est resté la langue des intellectuels jusqu'en 1700 environ. Il faut savoir ça, en tant que Français, en tant qu'Européens que nous sommes tous. Les deux dernières grandes œuvres écrites en latin au XVIIe siècle sont une des œuvres majeures de la philosophie occidentale, l'éthique de Spinoza, et l'autre œuvre est une œuvre scientifique qui a fondé la physique moderne. C'est l'œuvre de Isaac Newton, Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, les fondements mathématiques de la philosophie naturelle. Donc en fait, ces deux œuvres sont peut-être les deux dernières grandes œuvres écrites en latin. 16e siècle. Non, 17e siècle, pardon. Cartésius, qui est votre Descartes, hésite déjà entre le latin et le français en tant qu'écrivain de sciences. Ses livres français sont immédiatement traduits en latin, ses livres latins sont immédiatement traduits en français. Descartes décide d'écrire son discours de la méthode en français, et je cite, « À cause que j'espère que ceux qui ne se servent que de leur raison naturelle, tous jugeront mieux mes opinions que ceux qui ne croient aux livres anciens. » Le potentiel d'innovation du latin a apparemment disparu au début donc du XVIIIe siècle. Et c'est le français qui est vainqueur à cette époque et qui prend le rôle du latin en Europe. Le français devient la langue de toutes les cours européennes, sur le modèle de celle de Versailles et de la diplomatie, des salons européens. Et au XVIIIe siècle, le français devient la langue du siècle des Lumières, l'un des plus importants diffuseurs de la modernité. Le latin est souvent considéré comme élitiste, à tort, parce qu'on oublie que tout le monde, après la chute de l'Empire romain, a dû et doit l'apprendre comme langue étrangère, et que les chances étaient et sont donc égales, et surtout qu'aucune nation européenne ne pouvait et ne peut se sentir désavantagée par le latin. Eh bien, cela ne reviendra jamais dans l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Parce que vous savez tous que l'anglais, aujourd'hui, est la lingua franca de l'Europe et du monde, donc le latin du monde dans lequel nous vivons. Et l'anglais a repris cette position en français, je n'y peux rien, après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, jusqu'à la Première Guerre mondiale, le français était le latin de l'Europe. Alors c'était fini, parce que c'est toujours le cas avec les langues qui se trouvent dans des positions de force.
c'est quelque chose qu'il faut accepter. Mais revenons à Erasme. Il est donc né à Rotterdam vers 1466, 67, 68. Il est ordonné prêtre en 1492. C'est l'évêque de Cambrai qui l'invite à le suivre dans ses déplacements comme secrétaire parce qu'il connaissait déjà le latin. Et à l'époque, connaître le latin, c'était un grand atout parce que ça ouvrait toutes les portes. Il quitte le couvent, il séjourne 4 ans à Paris où il aurait appris le grec. Alors commencent ses voyages à travers l'Europe. Erasme devient une sorte de nomade. Comme étudiant déjà, il avait choisi de mener une vie indépendante, sans se sentir lié par une nationalité, par des frontières, par des liens académiques, par des coteries religieuses. Tout ce qui aurait pu entraver sa liberté de pensée et d'expression littéraire. Comme j'ai dit, la langue latine, qui était alors de l'usage universel en Europe, lui permet de se sentir partout chez lui. Il exerce son activité à Paris, à Louvain, en Flandre belge, à l'université, où il dirige le Collegium Trilingue, le fameux collège des 3 langues sacrées de la Sainte Bible, donc l'hébreu, le grec et le latin. Il réside en Italie, à Bologne, Venise, Rome. Il réside en Angleterre, Londres, Oxford, Cambridge. Il réside en Allemagne et il réside en Suisse. Il vivra plusieurs années à Bâle où il mourra en 1536. On pourrait donc dire que Erasme fut la première figure emblématique de ce qu'on appelle la Res Publica Literaria, la République des lettres, qui connut sa floraison entre 1500 et 1750, et qui n'est rien d'autre, la République des lettres, qu'une république d'esprit libre, qui se place sous l'autorité protectrice de la raison et dont le but est de servir la science et la vérité. Sa méthode critique de lecture des textes de la Bible en vue de découvrir les pratiques du christianisme primitif allait précisément contribuer à la réforme de la chrétienté européenne, mais aussi, Guy l'a déjà dit, au déchirement au sein. Parce qu'au XVIe siècle, nous connaissons les guerres de religion. Néanmoins, Erasme continuera toute sa vie à croire, c'est une utopie aussi très actuelle, il continua à croire à l'existence d'une communauté idéale d'érudits qui, au-delà de toutes les divisions nationales et religieuses, vivraient comme des citoyens du monde dans une patrie commune. Et cette communauté, pour lui, existait virtuellement dans son réseau épistolaire. J'ai dit qu'il a écrit plus de 3000 lettres dans sa vie. Donc il ne vit pas dans l'univers de Twitter, de Facebook et d'Instagram, il vit dans l'univers de la page écrite, de la lettre qu'on met sur papier, qu'on envoie, dont on attend une réponse avec un délai dans le temps. Je vous parle des choses déjà très anciennes, mais c'était le cas pour lui. Et pour lui, cette communauté virtuelle et idéale d'esprit libre formait à ses yeux une préfiguration de la véritable Res Publica Christiana, un monde qui serait vraiment un monde chrétien. Il a donc beaucoup voyagé, parce qu'en tant qu'entrepreneur culturel, on pourrait lui définir comme un entrepreneur culturel, il est toujours, soyons très sincères maintenant, il a toujours été à la recherche d'argent et de paix pour faire son boulot. C'était écrire, penser, son métier, son travail à lui. Parfois, l'argent lui procure cette paix.
Parfois, la générosité de ses amis a fait le reste. Il a parfois voyagé pour échapper à la peste. C'était la raison pour laquelle en 1500, il a fui Paris, il est allé aux Pays-Bas, il est tourné à Saint-Tropez. Il échoue dans 2 châteaux ici, dans les environs de la ville. Je ne sais pas comment prononcer. Tournon. Il y a les 2 prononciations. Le château de Tournon, c'est une ruine maintenant, à 20 km d'ici. Et le château de Courtebourg, c'est là qu'il a séjourné. Naturellement, il a aussi visité la ville de Saint-Omer. Il a des amis dans toute l'Europe, avec lesquels il parle latin et qu'il accueille donc volontiers. C'est un homme qui, s'il a ses livres autour de lui, s'il a une imprimerie à proximité, il est comblé, il est heureux. Parce que c'est cette imprimerie, cette invention nouvelle dans sa vie, dans la vie de l'Europe, qui diffuse ses idées, son travail de philologue et ses réflexions à travers l'Europe. Dans le fameux portrait, je ne sais pas si vous le voyez, de Hans Holbein, le peintre allemand, on le voit en profil, regardant avec un regard lucide un texte, la plume dans la main. C'est une image emblématique. Un philosophe français a dit « L'acte essentiel de l'existence d'Erasme, c'est l'écriture. C'est la pensée. C'est la pensée qui formule et qui écrit. Et on imprime cette pensée, on diffuse cette réflexion, on peut la partager avec tout le monde. On pourrait dire qu'Erasme ne se réfugia pas dans un cloître ou une université, mais dans une imprimerie. C'était sa ligne extérieure avec le monde, comme c'est pour nous l'Internet. Il fut l'un des premiers publicistes en Europe à se servir de la presse comme d'une arme et à lui valoir sa célébrité. Mais celle-ci se retourna contre lui comme un boomerang, car dans le monde réel, on nous demande toujours de pratiquer des choix univoques et très clairs, dont il n'était pas capable. Tantum scribit, entendait-on dire avec déception et mépris du côté protestant, du côté de la réforme. Erasme, tantum scribit, il ne fait qu'écrire. Il n'acte pas. Il ne fait pas de choix définitif. Il critiqua l'Église catholique, mais ne suivra jamais Luther dans sa révolte. Sa modération et son sens de la tolérance n'ont pas fonctionné dans ce XVIe siècle qui ressemble un peu à la nôtre. C'était ce qu'on appelle en anglais Age of Extremes. C'était une époque d'extrême et de violence. En fin de compte, il sera considéré par l'Église catholique et par les réformateurs protestants comme Luther parce que trop modéré, parce que trop tolérant. Erasme a milité pour la paix en Europe. Cet engagement européen est fondé sur son cosmopolitisme vrai. Je cite, « Le monde entier est notre patrie à tous ». Il est également fondé sur son propre pacifisme. La discorde sanglante qui divise au XVIe siècle les Anglais, les Allemands, les Français et les Espagnols lui semble une absurdité. Je cite, « Pourquoi ces noms stupides nous séparent-ils, puisque le nom de chrétien nous unit ?» Et je finis avec Stefan Zweig, l'écrivain autrichien qui, il y a un siècle, a écrit une très belle biographie d'Erasme. Il écrit « Au lieu d'écouter les vaines prétentions des roitelets, des sectateurs et des égoïsmes nationaux, la mission de l'Européen est au contraire de toujours insister sur ce qui lie et ce qui unit les peuples, d'affirmer
la prépondérance de l'européen sur le national, de l'humanité sur la patrie, et de transformer la conception de la chrétienté, considérée en tant que communauté uniquement religieuse, en celle d'une chrétienté universelle, en un amour de l'humanité humble, serviable et dévouée. C'est une très belle citation qui, à mon avis, fige le vrai esprit d'Erasme, qui est un esprit de notre patrie commune qu'est l'Europe. Voilà l'idéal érasmien, un idéal pour son temps, et je pense aussi pour le nôtre. Je crois que la transition est toute trouvée maintenant et que des voix encore plus jeunes que les nôtres vont nous parler de Luther, de Calvin, de la Réforme. Merci aux lycéens de Languenesse, Blaise Pascal et à leurs professeurs. Pour notre part, le lycée Blaise Pascal, on travaille, même si ça a un petit peu décroché par rapport à ce qu'on fait actuellement, parce que l'humanisme arrive dans le programme un petit peu plus tard. Donc c'est quand même intéressant pour nous d'être là, parce que forcément, on va réutiliser tout ce qu'on a pu entendre là aujourd'hui pour entamer le thème d'ici quelques semaines en classe. Donc c'est un avant-goût. On a travaillé sur un temps assez restreint, mais on a quelques élèves donc, qui ont travaillé sur l'humanisme en général, donc une définition, on va dire, de l'humanisme, et un autre groupe qui a travaillé plutôt sur Luther. Donc vous aurez une petite présentation, on va dire une biographie de Luther, où on a essayé aussi de traiter la question religieuse, notamment au travers de l'humanisme. Voilà. Donc on a un premier exemple sur l'humanisme, et je laisse donc la parole à Capucine. Le terme d'humanisme est aujourd'hui entré dans le langage courant comme une certaine forme d'altruisme et de bienveillance. Mais l'humanisme est en réalité un mouvement littéraire et artistique né à la Renaissance. Quels sont les grands thèmes de l'humanisme et ses auteurs les plus célèbres? On fait le point. Comment est né l'humanisme? L'humanisme est un mouvement littéraire et artistique né en Italie au XVIe siècle. Il se propage ensuite à l'ensemble de l'Europe, notamment grâce à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg vers 1454. Le mot humanisme vient du latin humanitas, qui désigne l'étude des langues anciennes que sont le latin et le grec. À l'origine, ceux que l'on appelle humanistes travaillent à la traduction de ces textes antiques et permettent à leurs contemporains de découvrir la pensée de l'Antiquité. L'humanisme n'est pas seulement une pensée, il est aussi une nouvelle manière de voir le monde qui va infuser les arts, mais aussi à la société tout entière. L'humanisme affirme sa foi en l'être humain qu'il place au centre de tout. L'homme grandit et évolue alors au contact de la culture antique, de la science, mais aussi d'un rapport nouveau à la nature et à la religion. Tels sont les thèmes de l'humanisme. L'humanisme se caractérise par l'intérêt nouveau pour toutes les formes de savoir et de connaissance, une manière d'appréhender le monde qui vise à permettre à l'homme d'accéder au bonheur et de s'épanouir. Il devient plus autonome, moins dépendant de la religion, mais aussi plus libre de choisir la vie qui lui correspond. L'humanisme englobe plusieurs grands thèmes qui s'enrichissent au fil des années et des nouvelles découvertes. Un intérêt pour les textes grecs à la fin de l'Antiquité. La traduction des textes antiques doit permettre aux hommes d'accéder à un savoir nouveau en redécouvrant la philosophie de l'Antiquité. Une démarche qui va également conduire Erasme à proposer une nouvelle édition du Nouveau Testament, offrant pour la première fois une version grecque du texte en regard de la traduction latine appelée la Vulgate. Une édition qui fit date et provoqua un véritable séisme. Le texte présentant des divergences importantes avec la version latine. S'instruire pour être libre. La connaissance et le savoir sont vus comme des clés permettant aux hommes d'être libres et heureux. La découverte du monde et d'autres cultures. L'enseignement. L'humanisme pour promouvoir l'enseignement d'une nouvelle discipline, encourager l'apprentissage des langues. François Ier crée notamment
En 1530, le collège des Victor Royaux deviendra le Collège de France. La foi en l'homme. L'homme est au centre de tout. L'être humain est, comme le dit penseur Protagoras, la mesure de toute chose. La réflexion politique et l'art de gouverner, Machiavel va être le premier à dissocier politique et religion, politique et morale. Il faut, dit-il, s'en tenir à la vérité des choses. La religion, l'humanisme va conduire à l'émergence des débats autour de la religion et d'un véritable renouveau spirituel. Dieu n'est plus au centre de toute chose, l'homme l'est. L'humanisme et la question religieuse. À l'époque des grandes découvertes, des aspirations nouvelles apparaissent sur le plan religieux. L'humanisme donne en effet une place centrale à l'homme, ce qui remet en cause totalement la pensée de l'Église. Selon les humanismes, l'homme n'est plus un pécheur humilié devant Dieu et déchu par le péché original. Par son pouvoir de création, par ses facultés intellectuelles, l'homme apparaît au contraire à l'image de Dieu. Cet optimisme et cette foi dans la possibilité humaine bouleversent les conceptions traditionnelles du Moyen-Âge imposées par l'Église, qui faisait de Dieu le centre de l'univers. En étudiant la pensée antique, les humanistes découvrent et célèbrent la philosophie et une morale très éloignée de celle de l'Église. La recherche du bonhomme et de la sagesse apparaît totalement nouvelle, car jusque-là, les hommes, selon l'Église, ne devaient que se préoccuper que du respect des traditions de l'Église. L'humanisme brise également le monopole de l'Église sur la vie intellectuelle. Auparavant, l'enseignement supérieur était aux mains de l'Église. Seul le sujet religieux était abordé et tous les domaines, même la science, étaient subordonnés à la religion. Par exemple, l'apparition en France du collège des lectures royaux qui dépendent du roi et non de l'Église constitue un réel bouleversement. Les sujets profanes sont alors abordés. Enfin, l'humanisme, doublé de l'invention de l'imprimerie, développe l'esprit critique vis-à-vis des textes sacrés, une nouvelle coutume d'esprit en découle qui consiste à ne plus rien admettre a priori. Les humanistes recherchent dans la Bible la source d'une pitié plus pure. Les travaux d'Erasme ou de Jacques Lefebvre favorisent la création de cercles évangéliques où les gens se réunissent pour lire la Bible et prier. On s'habitue ainsi à se passer des trêves et à minimiser l'importance des cultures. On retrouve ces préoccupations dans la réforme luthérienne. On mesure toute la distance parcourue entre le Moyen-Âge où l'Église règne en maître sur les esprits et l'humanisme. Les humanismes ne sont pas pour autant des incroyants, mais ils ont amené les esprits à remettre en question le rôle dominant de l'Église. Qui sont les grands penseurs et les autres humanistes? Parmi les grands auteurs humanistes, le premier est évidemment le philosophe et le théologien hollandais Erasme. On peut également citer les écrivains français François Rabelais, Clément Marot et Michel de Montaigne, les poètes Pierre Ronsard et Joachim du Bellay, le philosophe anglais Thomas More et le penseur italien Machiavel. Donc voilà pour la définition, la présentation finalement de l'humanisme. Alors on a un deuxième groupe qui a travaillé sur Luther, donc je vais leur demander de nous rejoindre. Donc ceux qui ont travaillé sur Luther, vous allez donc pouvoir avoir une petite biographie de sa jeunesse jusqu'à sa mort, où on traitera également de la question religieuse, forcément, au travers de ce parcours. Martin Luther est né le 10 novembre 1483 à Esslingen et mort le 18 février 1546 dans la même ville. Il fut le fondateur de la réforme protestante avec ses 95 thèses, se liant contre le catholicisme et en particulier le pape, et se fait changer le cours de l'histoire religieuse et de la civilisation occidentale.
Né à Aix-les-Bains, en Allemagne, d'un père exploitant une mine de cuivre et d'une fonderie, Martin Luther vit dans un milieu bourgeois. Son père souhaite pour son fils aîné une carrière de juriste, mais il porte un plus grand intérêt à la théologie et à la philosophie, se focalisant de plus en plus sur l'étude des textes saints. Le 17 juillet 1505, Martin Luther décide de quitter l'université pour entrer dans une confrérie augustienne à Erfurt. Faisant la déception de son père, cette décision fait suite à un événement qui s'est produit le 2 juillet. La foudre frappe juste à côté de lui. Le manquant de peu, cela fait ressortir en lui la peur du jugement divin, mais surtout celle de la mort, peur caractéristique fréquente en cette fin de Moyen-Âge. Ainsi, il devient membre de l'ordre médian des Augustins, cherchant désespérément la promesse de son salut. Il poursuit son étude de la théologie et devient prêtre en 1516. En 1512, il obtient son doctorat en théologie et enseigne à l'université de Wittenberg. C'est dans cette même ville qu'il devient prédicateur de l'Église à partir de 1514. Martin Luther est exaucé par sa culpabilité, son salut devient une obsession. Travaillant sur les épîtres de Paul dans le Nouveau Testament, il en conclut qu'il faut avoir une conscience totale en Jésus, qu'il les aime, qu'il faut accepter son statut de pécheur, car il est impossible d'être parfait devant Dieu, mais qu'il faut tout de même faire pénitence. Mais en 1517, il entre en conflit avec la papauté à cause du commerce des indulgences. Le pape Jules II, dans le but de financer la construction de la basilique Saint-Pierre, décrète qu'il est possible d'ajouter des indulgences. Cela devient un commerce lucratif. Continuant sous le pape Léon X, Martin Luther est en désaccord avec ce commerce, prouvant que ça ne peut pas résoudre les vrais problèmes et que cela va à l'encontre de la piété. Ainsi, il réalise ses 95 thèses et le 31 octobre 1517, selon la légende, aujourd'hui refutée par de nombreux historiens, les autres flagardés sur les portes de l'église de la Toussaint de Wittenberg. Ces 95 thèses condamnant le commerce des indulgences, la pratique du haut clergé et la vie monastique, contestent des dogmes tels que le purgatoire et l'antichambre du paradis. À l'origine, elles étaient destinées à s'être diffusées autour de lui, mais elles ont pris de l'ampleur grâce à l'imprimerie, diffusant ainsi ses thèses en Saxe et en Allemagne. Par ces thèses, Martin Luther souhaite juste créer des débats, mais il ne se doute pas qu'il vient en réalité de concevoir les prémices du protestantisme. Il reçoit une bulle pontificale le 15 juin 1520 où le pape Jean X lui ordonne de se rétracter, mais en 1520, Luther la brûle en public, couvrant ainsi l'Église catholique. Son procès débute un an plus tard et aboutit sur son excommunication le 3 janvier 1521. Après son ex-communication, Martin Luther a une entrevue avec Charles Quint en avril 1521. Il refuse toujours de se soumettre et est donc mis au banc de l'Empire, ce qui implique que tout le monde peut le mettre à mort. Mais Luther possède des appuis politiques, tels que le prince électeur de Saxe-Frédéric III le Sage. Ce dernier le met à l'abri dans le château de la Warburg du 4 mai 1521 au 6 mars 1522. Luther est encore pseudonyme Chevalier Georges. Il y fait la traduction de la Bible, puis décide de repartir dans son cloître de Wittenberg, la réforme s'étend peu à peu aux principautés voisines. Maintenant, dirigeant d'un grand mouvement religieux, Martin Luther doit l'organiser. Ainsi, il crée des outils pédagogiques, le petit catéchisme en 1529 pour le peuple et le grand catéchisme pour les pasteurs. De fait, il instaure la suppression des vœux monastiques et le célibat des prêtres. Il supprime également les sacrements non évangéliques en gardant le baptême et l'Eucharistie. Puis, il déclare que la langue liturgique est l'allemand et que ce sont les communautés locales qui élisent les pasteurs. Il a pu séduire en se mariant une ancienne religieuse du nom de Catherine de Bora en 1525, avec qui par la suite il a 6 enfants. En 1534, il achève l'écriture de sa Bible. De plus en plus, le luthéranisme se répand. En effet, le royaume de Suède devient luthérien en 1544. La foi est le seul lien entre les hommes et Dieu, ainsi les actes de charité sont vains s'il n'y a pas la foi. Luther accorde une grande importance à la liberté de conscience.
Celle-ci s'applique lorsqu'un individu choisit lui-même les valeurs ou principes qui vont mener son existence. Cela comprend de fait la liberté de religion et la liberté par rapport à la religion. Pour finir, la parole de Dieu et l'Écriture seule guident l'homme sur le bon chemin. À cause de la mort de sa fille Madeleine et des affrontements entre protestants, Martin Luther a connu des périodes d'angoisse et de dépression. De plus, il souffre de la gravelle. Il meurt le 18 février 1746, sans doute d'un accident vasculaire cérébral. Il est enterré à l'église de la Douceur des Wittenberg. Martin Luther possède toutefois une image controversée à cause de son opinion sur les Juifs. En effet, il considère le judaïsme comme un crime. En 1543, il publie un pamphlet s'intitulant Des Juifs et de leurs mensonges, dont la composante est une extrême violence. Ce pamphlet contribue à appuyer un fort antisémitisme en Allemagne, en particulier sous le Troisième Reich, devenant un livre à succès. Le philosophe et psychiatre allemand suisse Karl Jaspers dit de ce pamphlet: là, vous avez déjà l'ensemble du programme nazi. Les musées existent pour se souvenir de Martin Luther. Premièrement, sa maison, le cloître de l'université Wittenberg, qui a été transformé en musée et qui est le plus grand musée du monde sur la région protestante. En 1994, il est reconnu comme site du patrimoine mondial. Il a également sa maison à Eisenach, qu'il est possible de visiter. Le château de Wartburg, où il a été caché par Frédéric III de Saxe, garde aussi le souvenir de son passage. Lors du 5e centenaire de la réforme luthérienne en 2017, de nombreuses célébrations ont lieu en Allemagne en l'honneur de Martin Luther. Le comité pontifical des sciences historiques a organisé un colloque. Le pape François a reçu les participants et le 31 octobre 2017 a déclaré le jour férié. J'ai le plaisir de vous présenter mon petit groupe de valeureux latinistes. Certains d'entre eux pratiquent le latin depuis 4 ans, d'autres depuis 3 ans, les premières, les secondes. L'une d'entre eux a commencé l'année dernière et 2 d'entre eux ont découvert le latin il y a 1 mois. Et nous travaillons tous ensemble. Ils vont vous présenter leur travail, c'est-à-dire faire dialoguer Erasme et Montaigne autour d'un récit qui les rassemble, disons, le récit d'une chute de cheval. Ce sera une lecture bilingue, il n'y aura pas de micro, je vous demande d'être silencieux. Quand 2 philosophes, à chaque extrémité du XVIe siècle, tombent de cheval. Le 4 février 1499, Erasme voyage à cheval vers Tournehem. En route, il essuie une tempête de neige épouvantable. Sa survie semble miraculeuse. Vers 1573, entre 2 guerres de religion, Montaigne se promène à cheval. Un de ses compagnons, qui maîtrise mal sa monture, le heurte violemment. Montaigne pense frôler la mort. Le premier raconte son périple dans une lettre. Le second consacre à sa mésaventure un chapitre des essais. Erasme et Montaigne, tombant de cheval, nous en demandent une chose. Ils sont convaincus d'avoir échappé de peu à la mort. Erasme, en préambule de sa lettre, s'exclame: Nous voici enfin arrivés, et qui plus est, sains et saufs. Montaigne, quant à lui, intitule son chapitre De l'exercitation. Autrement dit, comment s'entraîner à mourir. Quant à la mort, nous ne la pouvons essayer qu'une fois. Nous y sommes tous apprentis quand nous y venons. Mais là s'arrête la comparaison. Les 2 auteurs vont proposer des témoignages très différents de ce voyage aux frontières de la mort. Laissez-nous donc vous montrer comment tomber de cheval quand on est philosophe. Chapitre 1, où l'on se demande la cause de ce qui nous arrive. Erasme, une fois parvenu à bon port, se remémore l'épreuve qu'il vient de traverser. O Dorum iter. Quel affreux périple! Sous sa plume, le voyage devient épopée. À l'abri des murs protecteurs de Tournehem, d'où il écrit à son ami anglais, Erasme se sent un nouvel ennemi. À côté de lui, Hercule et Ulysse font pas de figure. Quem ego postac Herculem, quem Ulyssem non contemnam.
Quel Hercule, quel Ulysse ne méprisais-je pas désormais? Il doit affronter les puissances divines liguées contre lui, les dieux du ciel et des enfers. Invitis et superis et inferis. Et Junon en personne a déchaîné les éléments. Pugnabat Juno, semper poeticis viris infesta. Toujours hostile au poète, Junon s'était lancée dans la bataille. Elle s'adjoint les services d'Éole. Aeolum sollicitarat. Non contente de déchaîner les vents contre nous, elle luttait avec toutes ses armes. Nec ventis modo in nos saeviebat omnibus armis in nos primicabat. Pas de divinité en collage chez Montaigne, mais un cheval rétif entrant en collision avec lui. Un de mes gens, grand et fort, montait sur un puissant moussin qui avait une bouche désespérée, frais au demeurant et vigoureux. Pour faire le hardi et devancer ses compagnons, vint à le pousser à toute bride droit dans la route et fondre comme un colosse sur le petit homme et petit cheval, et le foudroyer de sa raideur et de sa pesanteur. Goliath a raison de David. Voilà le cheval abattu et couché, tout étourdi. Et le philosophe s'évanouit. 10 à 12 pas au-delà, étendu à la renverse, le visage tout meurtri et tout écorché. Incapable de se souvenir de ce qui lui est arrivé, il est comme absent à lui-même. Je n'y étais aucunement. Je ne savais ni d'où je venais, ni où j'allais, ni ne pouvais peser et considérer ce que l'on me demandait. Il devra se faire raconter les faits. Je me fis redire plusieurs fois où j'allais, d'où je venais, à quelle heure cela m'était advenu, avant que de le pouvoir concevoir. Ainsi qu'il le dit lui-même, ce n'était pas grand-chose. Ce conte d'un événement si léger est assez vain. Chapitre 2, où l'on n'est plus mort que vif. Erasme, lui, est tout ce qu'il y a de plus conscient. Il ne perd pas une miette de la tempête et nous la décrit dans les moindres détails. Le froid le plus coupant, Frigoré Akerimo, la neige, Nioué, la grêle, Grandine, la pluie, Plouya, les averses, Imbré, le brouillard, Nébulis, les vents. Wentorum. Il semble tenir à ce que son lecteur vive la tempête comme s'il y était et redouble de précision. Une gelée soudaine et perçante avait rendu la route très difficile. Subitum atque acre obortum bilumuiam, asperimam effecerat. Va ensuite une énorme chute de neige, Acessit nivis, vis immodica. puis de la grêle mêlée de pluie qui devenait glace dès qu'elle touchait le sol. Deinde grendo, tum et pluvia, quae simulatque terram contigit, protinus in glacie concreta est. Les chevaux devaient avancer par des sillons doublement raboteux, d'abord durcis par le gel, puis rendus coupants par la glace. Equi seundum erat per spulos, bis asperos, quos, primum gelu duraverat, deinde, et glacies aquerat. Il décline la neige sous toutes ses formes. Niue, niuis, niuium, niues, niuem. La glace également. Glaciel, glacier, glacies. Il décrit les arbres dévastés par la tempête, revêtus de glace. Glacier vestitas. Et nous le donne à voir dans toutes les coupures. Leurs cimes qui touchaient le sol. Sumo cacumine imum solum contigerent. Leurs branches brisées. Ramis lacerae. Leurs troncs rompus à mi-hauteur. Medio trunco discisoi. Comme le disent les autochtones. De toute leur vie, ils n'avaient jamais rien vu de pareil. C'est simile niim unquam in vita vidice antea. Si Erasme s'efforce de faire trembler son lecteur au récit des périls mortels par lesquels il est passé, c'est un voyage aux portes de la mort que nous raconte Montaigne. N'ayant ni mouvement, ni sentiment, non plus qu'une souche. Ceux qui étaient avec moi, après avoir essayé par tous les moyens qu'ils purent de me faire revenir, me tenant pour mort, me prirent entre leurs bras. Tenant pour certain que j'étais blessé à mort. Le philosophe s'est approché au plus près de la mort. Lorsqu'il reprend conscience, c'est pour lui un lent retour à la vie. Après avoir été plus de 2 grosses heures, tenu pour trépasser, je commençais à me mouvoir et respirer. Nature eut besoin de ressusciter ses forces. Je commençais à reprendre un peu de vie. Mes premiers sentiments étaient beaucoup plus approchants de la vie que de la mort. Il me sembla que je revenais de l'autre monde. Chapitre 3, où l'on met des mots sur ses émotions. Héros malgré lui d'une chevauchée épique, Erasme fait piètre figure. Cavalier frappé d'épouvante, il montait un cheval frappé d'épouvante. Insi debat, attonito equo, eques attonitus. Il tourne en dérision son propre affolement. Je me sentais défaillir. Animum deicebat. Mon cœur bondissait dans ma poitrine. Mihi pectus saliebat.
Bellérophon de comédie, il est terrorisé par son précédent funeste. Il redoute le sort du malheureux. Désarçonné par Pégase et tombé de l'Olympe sur la terre. Bellérophon, il est poeticus, suo terrebat exemplo. L'exemple du Bellérophon des poètes me remplissait de terreur. Montaigne, lui, loin d'être effrayé, découvre ce qu'il pressentait. L'approche de la mort est une expérience comparable à la venue du sommeil. Mon assiette était à la vérité très douce et très paisible. Je n'avais aucune affliction. C'était une langueur et une extrême faiblesse sans aucune douleur. Je sentis une infinie douceur. Son corps ne souffre pas, et son âme est comme endormie. C'eût été sans mentir une mort bien heureuse. Je me laissais couler si doucement et d'une façon si molle et si aisée que je ne sens guère autre action moins pesante que celle-là épée. Chapitre 4, où l'on se demande « Et après ?» Quelle conclusion tirer de telles expériences? Dans cette tempête, à la violence inédite, Non solum saeva, sed etiam monstruosa tempestas. Non seulement furieuse, mais dépassant tout ce qu'on pouvait imaginer. Erasme doit son salut à l'invention d'un nouveau moyen de transport. Il se laisse glisser sur le verglas, comme sur les flots. Per summam glaciem modificans. Faisant voile sur la surface glacée. Et son bâton devient un gouvernail. Astili cursum moderans, id erat clavi vice. Ralentissant ma course au moyen d'un bâton qui me faisait office de gouvernail. Le philosophe commente avec ironie son invention. Novum navigandi venus. Nouvelle façon de naviguer. Décidément, Ulysse est enfoncé. Si la tempête qu'Erasme a réellement vécue était sans doute plus modeste, la tempête créée par ces mots est bel et bien épique. Montaigne tient un enseignement bien différent de sa mésaventure. Pour s'apprivoiser à la mort, je ne trouve qu'il n'y a que de s'en avoisiner. Revenu donc du voisinage de la mort, il partage son expérience. Ce qui me sert peut aussi par accident servir à un autre. Il définit sa démarche comme étude de soi en citant Pline. Chacun est à soi-même une très bonne discipline, pourvu qu'il ait la suffisance de ses pieds de près. Projet très ambitieux. C'est une épineuse entreprise, et plus qu'il ne semble, de suivre une allure si vagabonde que celle de notre esprit, de pénétrer les profondeurs opaques de ses reprises internes. Projet très humble aussi. Ce n'est pas la leçon d'autrui, c'est la mienne. En guise de conclusion. Montaigne poursuivit sa méditation sur la mort. Intitule le chapitre 20 de ses essais. Que philosopher, c'est apprendre à mourir. La clé d'une vie heureuse, c'est de ne pas la craindre. Tiens pour ton dernier jour, chaque jour qui luit pour toi, et tu béniras la faveur de l'heure inespérée. Il est incertain où la mort nous attend, attendons-la partout. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a désappris à être un esclave. Quant à Erasme, quelque éprouvante qu'ait été la tempête audomaroise, elle ne l'a pas découragé de voyager à cheval. C'est bien sur sa monture, en effet, qu'il compose quelques années plus tard l'éloge de la folie. Superioribus diebus cum me ex Italia in Anglicam recepissem, ne tutum hoc tempus quoequo fuit incidendum amum suis et illiteratis fabulis terrerit. Ces derniers jours, voyageant d'Italie en Angleterre et devant rester tout ce temps à cheval, je n'avais nulle envie de me perdre en ces banals bavardages où les muses n'ont point de part. Ergo quoniam omnino aliquid agendo duxi, visum est moriae encomium ludere. Voulant donc m'occuper à tout prix, j'eus l'idée de composer par jeu un éloge de la folie. À cheval, on s'ennuie, on risque sa vie, mais on réfléchit. Salutaciones, Interamontes. Salve, mea Corneliola. Salve, mea Uita. Salve, mea Lux. Salve, meum delicium.
Salve meu suawiu. Salve meu. Salve meu tasawiu. Salve mea tulum corculum. Salve mea spes. Salve meu tulatu. Salve meu dipus. On va saluer. Oh, saluer bis. Qu'un extrait des colloques d'Erasme sur l'abbé et l'érudite. Le prêtre Antronius rend visite à Magdalie, une femme érudite. Quam ego supelexilem video? Bah, qu'est-ce que je vois ici comme anon elegantem? Ce n'est pas à ton goût? Nescio quam elegantem. Je ne suis pas apte à juger. Certe parum decoram et puellae et matronae. En tout cas, cela ne convient ni à une jeune fille ni à une mère de famille. Quam obrem? Pour quelle raison? Quia liborum plena sunt omnia. Parce qu'ils sont tous remplis de livres. Tout? Tantus natum, tum abbas et audicus. Nunquam mudici libros in aedibus eruinarum. Toi qui es de ciote naissance, en plus un abbé et un courtisan, tu n'as donc jamais vu de livre dans les demeures des dames nobles? Non mais allons quoi. Oui, dis. J'en ai vu. Sed gallices scriptos, mais écrit en français. Eicu deo graecos et latinos. Là, j'en vois en grec et en latin. An soli gallice scripti libri docet sapientiam? Et il n'y a que les livres écrits en français qui enseignent la sagesse? Et les livres écrits en français qui enseignent la sagesse? Sed decet hoc heroinos. Ce qui convient aux dames nobles. Ut habeam code electem tocium. C'est qu'elles aient de quoi passer agréablement le temps. An solis heroinis licet sapere ac suavita vivere? Malgré seulement convenable pour les dames d'être sages et de vivre agréablement. Male conecis sapere et suaviter vivere. Tu associes à tort être sage et vivre agréablement. Non et mu libre sapere. Le propre des dames nobles est de vivre agréablement. Heroinarum est mu libre sapere. Ce n'est pas le propre d'une femme d'être sage. Non omnium et bene vivere. Ce n'est pas le propre de tous de bien vivre. Je suis d'accord. Qui potest autem suaviter vivere. Qui non vivere bene. Qui peut donc vivre agréablement s'il ne vit pas bien? Qui potest autem suaviter vivere, qui non vivat bene. Qui peut donc vivre agréablement s'il ne vit pas bien? Acta est fabula plaudite. En fait, chacun parle latin façonné par sa langue maternelle. Donc, parce que je ne suis pas francophone, je ne vais pas le faire de cette façon. Mais il y a quand même peut-être quelques règles que vous entendez. Ouais, c'est une autre musique que vous entendez. Okay? Donc, je vais répéter ce très belle histoire que nous avons entendue. Quam hic ego superlectiem videum non elegantem, nescio quam elegantem, certe parum decoratam, et pubellae, et andronae, quam obrem, quia librorum plena sunt omnia, tu tantus natu dum abbas et auricus, nunquam vidisti libros in aedibus heroinarum? Vidi, sed gallice scriptos, hic video graecos et latinos, an soli gallice scripti libri docent sapientiam,
sed decretor heroinas, udraviant quo delectans odium. Ansonis heroinis licet sapere suaviter vivere, male connectis sapere suaviter vivere, non est muliere sapere, heroinarum est suaviter vivere, non omnium est bene vivere, opinor, qui potest autem suaviter vivere, qui non vivat bene. C'était donc un texte assez féministe pour Erasme, dirais-je. Les femmes ont droit à l'évolution et à la science, c'est ça. Merci.